Bonsoir mes amis investisseurs, bienvenue à notre événement PR rentable. On va passer ici du temps ensemble, aujourd'hui, dimanche, lundi, mardi, mercredi. Dans ces 4 lives, on verra tout ce qu'il faut pour devenir un investisseur rentable avec un PR rentable. Peu importe si vous commencez à partir des zéros ou si vous êtes déjà un investisseur avec de l'expérience, vous allez apprendre beaucoup de choses, surtout à manager mieux et à choisir vos actifs pour investir à long terme, pour bâtir l'indépendance financière, pour éteindre vos objectifs financiers. Comment allez-vous? Je vais savoir si la vidéo et les sons sont OK pour tout le monde. Je vais voir qui est là. Je vois que Denise est là, Eduardo, Popcorn est là aussi, Mika, David, Patrick. Il y a beaucoup de gens qui arrivent. Cool. Il y a des gens qui sont en train d'arriver au début du live. Guillaume, Anthony. Anthony, ça fait plaisir de te voir ici. Franck, tout le monde qui est ici. Bonsoir. On va passer une excellente soirée ensemble. Aujourd'hui, je vais vous présenter quelques données que je n'ai jamais présentées sur des autres vidéos. Toujours, j'essaie de ramener des sujets intéressants pour vous montrer qu'est-ce qui a caché derrière les mondes d'investissement, comment on peut profiter vraiment des opportunités de marché pour bâtir une retraite ou une indépendance financière. OK? Donc, j'ai passé à la présentation. Tout est OK. Tout est bon. Allez. Bonsoir Flavien, François, Christine. Allez. Bon. Les noms il dit, hein, PR rentable. Donc, on va parler surtout des stratégies qui fonctionnent super bien dans les plans d'épargne en action, les stratégies small cap et dividendes. Si vous connaissez rien des small cap et dividendes, pas de souci. On est là pour ça. Ces 4 épisodes, on va vraiment aller sur les détails, comment ça marche à partir de zéro jusqu'au niveau avancé. Tout ça ici gratuitement sur YouTube. Donc, je compte sur vous du 6 au 9 novembre. Ne ratez pas les prochains épisodes. OK? Donc, allez. Dans la description de la vidéo, vous allez trouver les liens du groupe WhatsApp et de mon Telegram. C'est très important de faire partie du WhatsApp. Comme ça, je peux partager les sources après la présentation de live. Je peux partager des sources, je vais partager des liens, des autres vidéos avec vous. Donc, il faut juste cliquer sur les liens du groupe WhatsApp. Vous allez être amené à un groupe et c'est que moi qui peux écrire dedans. Comme ça, vous allez recevoir les nouvelles, les newsletters, club des valeurs et surtout tout ce qui est nécessaire par rapport les outils, tout ce que je vais présenter pendant cette semaine-là jusqu'à mercredi, vous allez avoir accès par WhatsApp. OK? Donc, vous allez trouver aussi les liens des bons événements, de cet événement PA rentable, avec toutes les informations, les liens des prochaines vidéos, tout ce qu'il faut dans la description de la vidéo. Aussi, le 9 novembre, je vais ouvrir des places pour ma formation Insider. Vous allez trouver les liens des préinscriptions dans la description. OK? Bon, je m'appelle Michael Ravaneda, pour ceux qui sont ici pour la première fois. Je suis Michael Ravaneda, je suis brésilien, d'où vient mon accent. Je suis ingénieur en électrotechnique. Je suis arrivé en France en 2014, c'est quand j'ai fait mon diplôme d'ingénieur entre le Brésil et la France. Ensuite, j'ai fait un master mobilité et véhicules électriques grâce à une bourse d'études chez Renault. Ensuite, en parallèle, j'ai fait mon diplôme d'analyste financier. Je suis certifié par la Société française des analystes financiers. Et depuis que je suis devenu analyste financier, j'ai déjà bâti les portefeuilles de plus de 400 personnes. J'ai une formation avec des centaines de personnes dedans. Et je suis ici pour partager le maximum possible des contenus de long terme d'investissement, d'éducation financière avec vous. Tout ça, c'est gratuit. Donc, profitez ces 4 jours-là, c'est complètement gratuit. Restez avec moi car je vais vraiment expliquer détail par détail des stratégies qu'on peut mettre en place dans les PA. OK? Bon, j'avais fait une vidéo vendredi passé euh, par rapport à l'épargne, comment on pouvait rentabiliser plus notre épargne. Et je vais parler de l'inflation. Donc, je vais juste faire une petite introduction à l'inflation à nouveau et ensuite, pour qu'on donne continuation au sujet du PA et des stratégies d'investissement. C'est très important de parler de l'inflation parce que la majorité des Français ne comprennent pas que l'inflation bouffe toute l'épargne que vous avez. Parce que les prix des produits et des services augmentent au fur et à mesure que le temps passe, mais les salaires normalement n'augmentent pas. Donc là aussi, si vous n'avez pas des investissements qui rentabilisent pas plus que l'inflation, donc vous perdez de l'argent. Donc en 2022, l'inflation en France, c'est d'environ 5,8%, mais les livrets A, qui c'est les livrets préférés des Français, restent avec une rentabilité de 2% par an.
Donc, les gains réels est négatif. Si les prix des produits et services augmentent de 6%, un taux de 2% de rentabilité sur les livrets, c'est un taux en fait négatif parce qu'on est en perte de 3,8%. Okay? Donc, il faut faire attention à l'inflation. Et l'inflation, elle n'existe pas seulement dans cette période compliquée de marché. L'inflation a toujours existé. Les problèmes, c'est que maintenant, elle a vraiment touché des valeurs qu'on n'avait pas depuis longtemps. Okay? Bon, ici, je vais montrer aussi la quantité d'argent qui dort dans les livrets A. On a presque 500 milliards d'euros qui dorment dans les livrets A. Donc, ça veut dire qu'à chaque année qui passe, beaucoup de Français vont perdre de la qualité de vie, du pouvoir d'achat, parce qu'ils ont un montant d'argent qui dort dans les livrets A. Donc, vous avez ici un montant énorme, ça pèse même plus que les PIB de beaucoup de pays. Okay? Donc, c'est le moment de changer. Il n'y a pas de souci d'avoir un livret A. Mais est-ce que la totalité de vos investissements, de votre épargne, ça continue sur des livrets? Est-ce que si vous avez un PEA, est-ce que vous savez vraiment quelle stratégie utiliser? Les stratégies à dividendes, small cap, quel est le poids de chaque action, quand acheter, quand vendre, comment diminuer les risques, comment ne pas se faire arnaquer sur ces marchés. Okay? Et là, j'ai fait déjà, je profite pour arrêter un peu la présentation pour vous dire, ici, on va faire 4 jours de live ensemble pour parler d'investissement de long terme. Des investissements qu'on veut faire pour notre retraite, pour l'indépendance financière d'ici 10 ans, 15 ans. Et ici, il n'y a pas de l'argent gratuit, il n'y a pas d'argent facile, il n'y a pas des 50% de rentabilité sur les mois, par semaine. Ça n'existe pas. Je suis analyste financier agréé par la Société française des analystes financiers et je suis ici pour parler sérieusement, vraiment, de tout ce qu'il faut pour bâtir une retraite tranquille, une indépendance financière. Donc, si vous voulez un miracle, vous voulez gagner de l'argent d'un jour sur l'autre, peut-être ça, ce n'est pas les lives pour vous. Mais si vous êtes ici pour vraiment apprendre, donc là, restez là avec moi, pas seulement aujourd'hui, mais sur les 4 jours qu'on va passer ensemble. OK? Bon, ici, on avait vu aussi les prix, l'augmentation des prix au supermarché. On avait discuté un peu par rapport à ces sujets. Vous avez donné des autres exemples comme l'énergie, les combustibles, etc. L'augmentation, elle est énorme. Donc, il est nécessaire d'épargner sur un livret, sur un actif qui rentabilise plus que l'inflation. L'inflation des 6-7% qu'on a maintenant, ça ne va pas rester toujours comme ça. Au moins, ce sont les attentes des économistes. Normalement, ça va descendre à 3,5%, 2,5%. À moyen long terme, on a cette tendance de rester avec une inflation d'environ 3%. Mais bon, si les livrets ne payent même pas 3%, comment on peut rentabiliser? Comment on peut faire l'argent travailler pour nous? C'est ça qu'on doit faire. Donc, on n'a pas de choix pour fuir de cette inflation ici. Hein. Augmentation de poissons, de beurre, de gazole, journaux, fruits, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rentabiliser plus que cette inflation? Bon, à nouveau, si l'inflation est plus élevée que la rentabilité de votre épargne, vous jetez de l'argent par la fenêtre, vous jetez de l'argent dans la poubelle. Donc, il faut agir, il faut faire quelque chose. On sait aussi que les PL, les LDD, la rentabilité, elle est toujours inférieure à l'inflation. Donc, il faut agir. Bon, avant de parler de PA et des stratégies, puisqu'on va parler de ça en détail aujourd'hui, on va analyser surtout les moments actuels du marché et cette crise, cette baisse de marché récente. C'est une belle opportunité pour ceux qui ont commencé à investir pendant les Covid ou l'année passée ou qui vont commencer à investir maintenant. C'est vraiment les moments d'avoir une stratégie, de savoir combien va peser chaque actif, parce que c'est une opportunité qu'on n'a pas assez souvent. Ici, je vais vous montrer que les Français, par manque d'éducation financière, ils ont un profil conservateur, la majorité des Européens en fait, et peu attirés par l'entrepreneuriat et la rente variable. Et à gauche, vous avez les graphiques des États-Unis. Vous avez que 28%, ici en bleu foncé, 28% des foyers américains possèdent des investissements pour la retraite sur les actions. Donc les investissements de long terme, on va appeler ici des investissements pour la retraite. 28% des foyers investissent sur les actions. Donc, c'est normal pour une famille américaine de dire j'ai des actions de Google, Microsoft ou des actions des sociétés européennes, etc. 26% font des investissements sur l'immobilier et après, les autres types d'investissements varient. Donc, aux États-Unis, ils investissent plus sur les actions que sur les biens immobiliers. Et ça a du sens parce que dans les mondes de la finance, dans les actions, on peut acheter des sociétés immobilières. Rien n'empêche d'investir dans l'immobilier à travers de la bourse.
OK? Évidemment que l'immobilier physique, la maison principale, une deuxième maison pour loyer, etc., c'est toujours un bon investissement. Il faut pas... Il y a des gens qui, quand j'ai dit que la bourse c'est un excellent investissement, ils rentabilisent même plus que l'immobilier. Il y a des gens qui arrivent déjà et disent, mais Michael, là, l'immobilier, écoutez, l'immobilier c'est un excellent investissement. Je ne suis pas à dire que c'est mauvais. J'ai dit que la bourse rentabilise plus que l'immobilier à long terme. Et il faut savoir aussi diversifier. On ne va pas avoir tout l'argent sur un seul type d'actif. Okay? L'exemple que j'adore toujours donner, des exemples extrêmes mais faciles à comprendre. Tout le monde qui avait par exemple 10 ou 15 familles riches en Ukraine, avait une vingtaine de maisons, maintenant ils sont pauvres. Donc il faut penser toujours à ne pas avoir tous les œufs sur les mêmes paniers. Et je dis ça aussi pour la bourse. Donc l'argent ne doit pas rester 100% dans la bourse non plus. Okay? C'est toujours bien d'avoir des biens immobiliers, avoir de la bourse, avoir plusieurs types d'investissements. Et les PA, c'est une des meilleures enveloppes d'investissement pour quelqu'un qui vient de commencer à investir ou pour quelqu'un qui souhaite bâtir une retraite, une indépendance financière. Okay? Bon. Et il y a aussi, j'ai reçu hier, je ne me souviens plus, quelqu'un qui a fait un commentaire, mais Michael, au moins les livrets A, il a fait plus de 2%. Et la bourse sur la dernière année, elle a fait moins 20%. Donc, c'est quand même mieux d'avoir 2% sur les livrets A et qui est moins 20% sur la bourse. Et ça, c'est un argument intelligent, mais c'est un argument très débutant. Et c'est normal de penser comme ça. Parce que là, vous êtes en train de comparer quelque chose des rentabilités fixées contre quelque chose des rentabilités variables. Et là, on doit comparer sur des périodes de long terme. C'est pour ça qu'on dit que la bourse, c'est un investissement des long terme. OK? Bon, et c'est justement parce que la bourse a fait moins 20% récemment que c'est une des meilleures opportunités des dernières années pour commencer à investir. Même avec une crise inflationnaire, même avec des problèmes, c'est justement quand tout le monde a peur que c'est le moment d'investir. Et je ne suis pas ici en train de dire qu'il faut placer tout l'argent que vous avez gagné dans la vie dans la bourse à ce moment. Il faut juste commencer. 50 euros, 30 euros, 40 euros. Vous avez besoin de vous former. Et c'est pour ça qu'on va passer ici 4 jours ensemble. Et ça, c'est la première vidéo où je vais vous donner beaucoup de concepts encore aujourd'hui. Mais là, c'est un des rares moments d'opportunité dans les marchés. Chaque fois que les marchés baissent de 20%, 25%, c'est un excellent moment pour investir. Et une chose intéressante à savoir, pendant la crise de Covid en 2020, tout le monde disait c'est la fin du monde, la bourse va couler, la bourse va à zéro. Pendant la crise de 2008, la même chose. La crise de 2001, la même chose. En 97, la même chose. En 80, la même chose. Deuxième guerre mondiale, la même chose. La première guerre mondiale, la même chose. Mais n'oubliez pas, la bourse, elle est simplement l'ensemble des sociétés qui existent dans la vie réelle. On a besoin des sociétés. On peut créer des sociétés. J'ai un PC ici devant moi qui a été construit par une société. La table par une société. Les microphones par une société. Nous travaillons pour une société. Les sociétés, c'est l'ensemble des gens, de l'intelligence et du risque, de l'argent, de la finance. Ça ne va jamais disparaître. Tant qu'un être humain peut changer quelque chose avec un autre, ça sera déjà une façon de faire une négociation. OK? Et bon, on va analyser donc ces opportunités de marché maintenant. Et avant, je vais vous poser une question. Est-ce que quelqu'un ici a commencé à investir pendant la crise de Covid en 2020? Est-ce que quelqu'un avait vu une opportunité en 2020 pour commencer à investir? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans ces cas ici? Je vais savoir. Bonsoir Kevin, Jean-Marc qui est là aussi. Thiago. Bonsoir Thiago. Boubouze. Oui, oui, oui. Ah, très bien, très bien. Il y a beaucoup de gens qui ont commencé en 2020. Pourquoi? Parce que, bon, pendant que beaucoup de gens paniquaient, des autres ont vu aussi une opportunité. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de gens qui étaient à la maison, il n'y avait pas trop de choses à faire, on commençait à regarder qu'est-ce que j'ai fait avec mon argent, il faut que je travaille, il faut que je bouge, et on commençait à investir. Ça, c'était bien, au moins pour les marchés financiers, au moins ça attirait l'attention des gens à l'investissement, à l'épargne, etc. À l'époque, la bourse avait fait moins 33%. Et bon, entre 2020 et 2021, en 2020, c'était quand j'ai fait des investissements en France, c'était déjà en 2017, quand j'ai pris mon argent au Brésil et j'ai commencé à placer sur la bourse française. Donc, ça faisait déjà plutôt 4 ou 5 ans que j'investissais en France. Aujourd'hui, ça fait 4 ou 5 ans. À l'époque, ça faisait 2-3 ans. Et bon,
À un moment donné, j'ai retiré l'argent d'un pays plus risqué, que c'est un pays sous-développé, et j'ai placé sur un pays développé, et d'un coup, ça arrivait le Covid. Mais c'est juste mon expérience d'investisseur qui a commencé à investir en 2011, qui a vu ça comme une opportunité. Parce qu'entre 2014 et 2015 aussi, le Brésil, si on va sommer la période 2013-2016, la bourse brésilienne a chuté aussi presque 40%. Et donc, c'était cette époque où j'ai profité pour renforcer des excellents actifs dans mon portefeuille. Et c'est là que j'ai gagné beaucoup d'argent. Pendant la crise de Covid aussi, à nouveau, une nouvelle opportunité. Si on prend les points plus bas de cette courbe ici, de SP500, vers la valeur d'aujourd'hui, quand même, quelqu'un qui a commencé à investir pendant la crise de Covid a fait 63% positif. C'est sûr, c'est presque impossible de deviner les points plus bas de marché et faire 63%. Mais imaginez quelqu'un qui a fait des achats réguliers pendant la baisse, des achats réguliers pendant la hausse. Cette personne, elle a fait déjà plus 10, plus 15, plus 20%, pendant que tout le monde paniquait et pensait que c'était la fin du monde. Même ceux qui ont investi juste avant les Covid ont récupéré l'argent rapidement. Mais bon, là, c'est une crise, il y a un cas spécifique. Aujourd'hui, je vais vous montrer des analyses de plusieurs crises pour vous montrer que maintenant, c'est une opportunité. Bon, si on fait une analyse d'une période un peu plus importante, ici en commençant par les années 2000, je vais voir qui d'autre a fait des investissements pendant les années 2000. Seb aussi, Eduardo en 2019, juste un peu avant, Eduardo. Mars 2021 pour Franck, très bien. Mars 2020. Très bien, très bien. Donc ici, sur cette période qui commence sur les années 2000, après on verra une période avant les années 2000, remarquez, la bulle de l'Internet de 2001, les marchés ont fait 40%, moins 40%. Ensuite, les marchés ont fait plus 60%. Ensuite, les marchés ont fait moins 45% avec la crise de 2008. Mais ensuite, les marchés ont fait plus de 164%. Après, avec les Covid, moins 33%. Ensuite, après les Covid, plus 63%. Après, ensuite, moins 25%. Donc, c'est logique que la rente variable, la bourse, va pas bouger en ligne droite. C'est impossible de bouger en ligne droite. Pourquoi? Il y a des conflits, il y a des élections, il y a des polémiques, il y a des conflits économiques. Les sociétés, elles sont là, elles vont toujours exister. Mais certaines sociétés font faillite, des autres sociétés deviennent des géantes comme Apple, Microsoft, Google. On a besoin des sociétés. Donc, un ensemble de sociétés est toujours gagnante. Parce que, imaginez, l'SP500, ce sont les 500 plus grosses sociétés de marché américain. S'il y a une société qui fait faillite ou va pas bien, une autre société qui performe bien va la remplacer et va faire partie de ces paniers. Donc, la tendance de long terme est gagnante. La tendance de court terme est instable. N'est ni gagnante, ni perdante. Elle va bouger. Et la tendance est gagnante. Plus longtemps on reste dans la bourse, plus sûr d'être gagnant on va être. Et si on choisit bien les actifs, là, on verra des belles rentabilités. Donc, vous voyez que la bourse, elle ne bouge pas en ligne droite. C'est vraiment quelque chose de long terme. Donc, pour ceux qui sont ici et n'ont même pas des comptes d'investissement, ça, c'est la leçon numéro 1. L'argent qu'on place dans la bourse, c'est un argent qu'on n'a pas besoin pour au moins 8 ans. On va dire que pendant 8 ans, je n'ai pas besoin de ces montants d'argent. Parce que dans 8 ans, c'est assuré, on va utiliser assuré ici selon les données historiques bien sûr, c'est assuré que vous allez avoir une rentabilité positive. Donc, vous n'allez jamais placer l'argent dans la bourse que vous avez besoin pour l'année prochaine. C'est toujours de l'argent des long terme. Et bon, vous avez vu ici, moins 40 plus 60, moins 45 plus 264, moins 33 plus 63. OK. Qu'est-ce que ça donne? Si on résume tout ça par une rentabilité annualisée, ça donne 7,2% de rentabilité par an. Donc, quelqu'un qui a commencé à investir dans les années 2000, ok? Il a fait moins 40, après plus 60, moins 45, plus 200 quelque chose, etc. Mais s'il avait mis dans les années 2000, il regarde juste aujourd'hui, on suppose qu'il n'a pas eu l'opportunité de regarder les zigzags, la montagne russe. Il a fait 7,2% de rentabilité par an. Okay? Donc, ça veut dire qu'on va résumer cette montagne russe comme 7,2% par an. Et ça, c'est une excellente rentabilité. Déjà, parce que ça va battre l'inflation.
Et tous les restes des pourcentages qui restent, ça accélère l'effet boule de neige des investissements de long terme. Pour vous donner un exemple, si vous faites 7,2% par an sur 30 ans, c'est que c'est la moyenne du marché, un simple panier d'actions qu'on peut acheter et placer dans la bourse. 10 000 euros devient 80 000 euros. Ça sur 30 ans. Ah, Michael, je n'ai pas 30 ans, j'ai 10 ans. Je vous donne un autre exemple. Si vous faites 7,2% par an pendant 10 ans, ok, des moyennes, 10 ans, vous doublez l'argent investi. Okay? Donc, 10 000 devient 20 000. Donc, évidemment, que comme les temps, on verra ça sur la prochaine vidéo, plus longtemps on reste dans la bourse, plus cet effet de multiplication on va voir sur notre montant investi. Bon, là, j'ai donné un exemple avec un seul achat. Certains vont dire, OK, Michael, mais je n'ai pas 10 000 euros pour placer maintenant. C'est difficile d'avoir 10 000 euros disponibles comme ça. La majorité des gens font des achats réguliers. C'est ce qu'on appelle en anglais des DCA. Okay? Dollar Cost Averaging. Donc, des achats réguliers. Imaginez donc que vous n'avez pas 10 000 euros, mais vous avez 300 euros pour investir à chaque mois. Donc, vous placez 300 euros à chaque mois. Peu importe ce qui arrive, vous faites du DCA. C'est ça que les Américains font. C'est ça qu'une famille, un foyer, les parents d'un enfant aux États-Unis vont lui apprendre. Il faut investir à chaque mois. Il faut penser à la retraite. Ils appellent ça aussi des coffee can portfolio. Ça veut dire c'est une petite boîte à café. À chaque mois, vous mettez un peu d'argent dedans et vous oubliez là-bas. 300 euros par mois. Après 30 ans, vous aurez mis 108 000 euros dans les investissements. Mais comme ça rentabilise 7,2% par an, ça devient 364 000 euros. Donc avec 300 euros par mois. À la place d'avoir 108 000 que vous avez épargné, vous allez avoir plus de 3 fois plus. Okay? Donc 364. Juste en choisissant un actif comme un ETF de S&P 500, un ETF Monde, etc. Évidemment qu'on peut faire des rentabilités encore plus élevées que ça, mais du coup, il faut choisir aussi des autres actifs, pas simplement un panier d'actions. Okay? On va parler des risques, on va parler aussi pendant les autres lives aussi quels sont les inconvénients, les avantages, qu'est-ce qu'on peut faire, combien d'actifs, quel poids de chaque actif. Vous inquiétez pas. J'ai lu les questions que vous avez envoyées. J'ai tout mis dedans les 4 lives pour répondre à vos questions. OK? Bon, en prenant de 1802 jusqu'à 2002, en passant par la Première et Deuxième Guerre mondiale, la moyenne des rentabilités annualisées, c'est de 6,6%. Donc, vous voyez que la valeur de 7,2 que je vous donne là, ce n'est pas quelque chose, ah, Michael l'a sélectionné juste les 30 dernières années ou des années 2000 jusqu'à 2020. Non. Si on prend des 1802 jusqu'à 2002, en passant par les 2 guerres mondiales et toutes les autres crises, les marchés ont fait 6,6%. Donc, c'est ça normalement qu'on doit atteindre dans les pires des cas. 6% par an de rentabilité. Ça paye déjà l'inflation et ça reste des rentabilités. Mais quand on peut améliorer ça, on peut faire combien? On peut aller jusqu'à 10, 11 avec un portefeuille, avec un risque modéré. Si vous voulez faire plus de 10% par an, normalement, il faut commencer à risquer un peu plus. Et je vais vous donner des exemples de portefeuilles qu'il faut risquer un peu plus. OK? Bon, en France, entre 1988 et 2018, les actions avec dividendes ont fait 1352% et les actions sans les dividendes réinvestis ont fait 461%. Je vais expliquer comment fonctionnent les dividendes tout à l'heure aussi dans cette live-là encore. OK? Donc, vous voyez que peu importe les pays que vous regardez, vous analysez dans les mondes. Les Brésil, l'Australie, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Japon, la Corée, toujours les actions avec les dividendes réinvestis sont les meilleurs types d'investissement. Pourquoi? Les actions, c'est les marchés par complet. C'est l'industrie, c'est la santé, c'est l'immobilier, c'est la consommation cyclique, la consommation des bases, les matériaux. Donc, imaginez un panier avec toutes ces actions-là. Combien ça va rentabiliser? Ça va rentabiliser selon la performance des sociétés. L'action d'une société va bouger vers le haut selon les résultats d'une société à long terme. À court terme, ça peut y avoir des spéculations. À long terme, c'est selon la rentabilité de la société. Bon, on va analyser un peu plus en détail ces dernières crises. En 1997, on a eu la crise asiatique. En 2001, la bulle de l'Internet. En 2008, la crise des subprimes. En 2013, la crise de l'euro. Les Covid en 2020.
2022, on peut dire les ralentissements de marché, l'inflation élevée, on peut dire qu'il y a une autre crise. Vous pouvez remarquer qu'à chaque 5, 6 ans ou 8 ans, on a une nouvelle crise. Parfois, ça passe 3 ans, parfois ça passe 10 ans, parfois ça passe 6 ans. Donc, il faut savoir déjà que, comme j'avais dit, l'investissement boursier, c'est pour les longs termes. Parce que même en passant par une crise, on terminera positif. Et aussi, il faut utiliser ces crises qui arrivent comme une opportunité. Je vais acheter des bons actifs moins chers. Si mon voisin vend un appartement à 200 000 euros, mais qu'il a une crise immobilière et par une raison que je ne connais pas, il décide de vendre à 100 000 euros, la moitié du prix, et je possède cet argent, j'achète parce que c'est une bonne affaire. Donc, il faut toujours réfléchir aussi que les baisses sont toujours une belle opportunité. Okay? Imaginez, par exemple, Schneider, Legrand, Louis Vuitton, sont des sociétés qui vaut des milliards et milliards. D'un jour sur l'autre, il y a une crise, il y a une polémique, etc. Ces actions vont baisser. La société commence à valoir moins. Un milliardaire peut penser, bon, là, c'est une bonne opportunité pour acheter cette société parce que je peux gagner beaucoup d'argent ensuite. Et les petits actionnaires comme nous, c'est ça qu'on doit penser aussi, mais dans une échelle plus pertinente, évidemment. Si une belle action baisse, on voit ça comme une opportunité pour devenir un investisseur. Donc, les crises égale opportunité. S'il y a de la crise, ça veut dire qu'il y a un secteur qui sera gagnant. Exemple, pendant la crise du Covid, les tourismes, les restos, etc., la rentabilité, elle est à zéro. Mais l'Internet et tout ce qui était lié à la technologie a vraiment gagné beaucoup, beaucoup de rentabilité. Ils ont gagné beaucoup d'argent, ils ont fait beaucoup de chiffres d'affaires. Toujours, il y aura un secteur gagnant. Donc, l'investisseur de long terme doit être prêt pour profiter des crises. Et bon, si on fait un zoom sur la dernière décennie, vous allez voir qu'en juillet de 2010, les marchés ont perdu 16%, en 2011, moins 19, en 2012, moins 9, en 2013, moins 6, en 2014, moins 7, 2015, moins 12, 2016, moins 13, 2018, moins 10, 2018, moins 19 encore, et 2020, moins 33 avec les Covid. Mais regardez la courbe totale. Elle a commencé avec environ 1000 points ici à gauche et à la fin, elle est presque à 3000 points. Donc, pendant les 10 ans qu'on a vu ici, on a eu plusieurs baisses de marché, plusieurs baisses et quand même les marchés se multiplient presque par 3. Donc, à chaque fois que vous investissez sur des bons actifs, à long terme, vous avez la tendance qui est de gagner de l'argent. Donc, sur les longs termes, les crises sont presque invisibles quand vous allez remarquer. Vous allez analyser une période de 10 ans, 15 ans, 20 ans. Remarquez ces graphiques que j'ai montrés tout à l'heure. Sur des siècles, on ne voit même pas les crises. C'est presque une ligne droite. Mais si on regarde sur une semaine, un mois, une année, on verra des montagnes russes, on voit des spéculations, on voit des choses qui arrivent. Mais sur le long terme, on voit qu'il y a la tendance des sociétés de continuer à gagner de l'argent. Pour les gens qui, par exemple, veulent investir sur l'environnement, veulent investir sur la santé. Dans la bourse, c'est parfait parce que vous avez toujours les choix, toujours l'option de choisir des sociétés et des secteurs que vous aimez bien. Vous n'êtes pas obligé d'investir sur un secteur, une société que vous n'aimez pas bien. Tout ce qui est lié à l'environnement, si vous aimez bien l'énergie renouvelable, les verts, etc., vous pouvez investir que dans les secteurs que vous aimez bien. Et ça, c'est aussi un autre avantage, car beaucoup de gens pensent que l'investissement boursier, c'est que pour les riches, pour les millionnaires, pour les milliardaires, et non. Avec 20 euros, 30 euros, 50 euros, on peut acheter une action d'une société qu'on aime bien et devenir actionnaire. Si cette société continue à gagner de l'argent, elle va monter dans la bourse à long terme et donc on va gagner avec. Okay? On peut gagner avec les dividendes, que c'est une partie de la recette qu'elle verse vers les actionnaires, et on peut gagner simplement avec la plus-value, que c'est la valorisation de l'action. Ici, on va zoomer. Ça, c'est super cool parce que ça montre les bull market et les bear market. Bull market, c'est en vert, c'est les périodes haussières du marché. Et en bleu, on a les bear market, c'est les périodes de baisse. Donc là, ça commence en 1930 et les marchés ont baissé énormément. Okay? À l'époque, les marchés baissaient de 80%, mais ensuite, les marchés sont montés ici, hein, tout à gauche. Il a fait 815% cumulé jusqu'à arriver à la prochaine crise où il est tombé de 21%. Ensuite, 935% de rentabilité. Ensuite, moins 22%. Ensuite, plus 143% cumulé. Et on arrive jusqu'à ça
jusqu'à la crise des années 2000 où les marchés a perdu 44%, ensuite elle a gagné 108%, elle a baissé à nouveau des 50%, ensuite elle a gagné 333%. Donc vous voyez que les marchés, il est un cycle. C'est impossible dans un monde comme on vit maintenant de ne pas avoir des guerres, de ne pas avoir des conflits. Et ce que les médias ils souhaitent, c'est qu'on rentre dans cette panique, c'est qu'on regarde BFM Business tous les jours pour voir que la bourse est tombée de 0,01% ou que les marchés vont exploser ou la prochaine crise. La panique, ça vend beaucoup plus que toutes les autres choses que vous pouvez imaginer. La panique va vendre beaucoup plus que simplement vous expliquer une stratégie gagnante d'investissement. La panique va vous vendre beaucoup plus qu'expliquer comment Warren Buffett, l'investisseur le plus célèbre de l'histoire, investit son patrimoine. Donc, moi, comme analyste financier indépendant, je ne travaille pas pour des banques, des fonds d'investissement, etc. J'ai fait des portefeuilles des clients. J'aide les gens qui sont dans ma formation à bâtir des portefeuilles rentables. J'ai un vrai portefeuille que j'investis mon argent devant tout le monde. Ce que j'ai fait, c'est que je me concentre sur ce qui est vraiment important. Je me concentre sur les résultats des sociétés. Et vous n'avez pas besoin d'être analyste financier pour savoir analyser une société. Avec des 3, 4 ratios déjà, vous savez si une société elle est bonne ou elle n'est pas bonne. Si la société fait des résultats positifs, si la société a un retour positif sur ses investissements, si la société n'est pas endettée, comment une société va faire faillite si elle n'est pas endettée? Donc déjà, il faut commencer à s'endetter pour faire faillite un jour. Donc si vous savez sélectionner une liste des bonnes sociétés, si vous sélectionnez un bon panier d'actions, à long terme, vous allez avoir des rentabilités qui vont largement battre l'inflation. Ici, on a un zoom sur les emergent markets. Donc, on a un zoom sur la courbe des pays émergents. Et sur les pays émergents, on a toujours la même chose. On a toujours des crises et ensuite la récupération. Et au fur et à mesure que les temps passent, on devient positif. OK? Bon, donc à nouveau, comme j'avais dit, la crise de Covid était une opportunité. Maintenant, les marchés baissaient à nouveau des 20%. Donc, vous voyez ici les petits pics qu'on avait. Hein? Et ensuite, elle a baissé, tac, 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 tac. Et là, on a baissé des 20%. Rien n'empêche de baisser encore un peu plus ou de recommencer la hausse bientôt. Mais, dès que les marchés tombent à partir de son pic historique, de son sommet historique, là, il y a toujours d'opportunités. Parce que toujours, il y a des sociétés qui n'ont même pas baissé la recette, n'ont même pas baissé les résultats nets. Il y a des sociétés qui continuent à gagner d'argent comme jamais. Mais l'ensemble de la bourse tombe. Pourquoi? Parce que les marchés paniquent. Donc, il y a des gens qui vont vendre des bons actifs parce qu'ils ont peur que ça tombe plus. Ils vont vendre des actifs et donc ils vont garder l'argent dans la banque. Et c'est justement là que l'investisseur intelligent va acheter ces actions des gens qui paniquent pour devenir un investisseur, un partenaire de long terme des excellentes sociétés. Okay? Avant de vous expliquer les prochains graphiques, je vais voir si vous êtes toujours là. Bonsoir tout le monde qui est arrivé après. Mohamed est là aussi. Mansour est là aussi. Bonsoir. Cyril, Julien, Laurent, Lionel, Yolande est là aussi. Gabriel, ça fait plaisir. Ça fait plaisir de vous voir là. Ici, c'est super cool ces graphiques-là. C'est la première fois que je vous présente ça. C'est un article qui a étudié les crises. Vous allez remarquer qu'ici, on a les max drawdown en rouge. Ça veut dire la baisse maximale. Ensuite, combien les marchés étaient une année d'après. En vert, après 5 ans, quelle était la rentabilité. Okay? Et en violette, vous allez voir après 10 ans, quelle était la rentabilité. Pendant la crise des années 30, c'est le premier graphique ici. Les marchés avaient tombé de 83%. Mais une année d'après, il avait fait 121% positif. 5 ans d'après, il avait fait des 163% positif. Et 10 ans d'après, il avait fait 86% positif. Après, vous allez voir la première guerre, la fin de la Deuxième Guerre mondiale, la guerre froide, la guerre du Vietnam, la guerre du pétrole. Donc, vous allez voir que peu importe la période des baisses de marché, après 1 an, on est au positif, 5 ans, on est au positif, 10 ans, on est largement au positif. Et maintenant, je vous pose une question. Hein? Faites attention. Pourquoi les premiers graphiques ici, la rentabilité après 10 ans de la baisse de marché, regarde, les marchés baissaient de 80% dans les années 30.
Après 5 ans, les marchés avaient rentabilisé des 163%. Pourquoi après 10 ans, les marchés avaient rentabilité 86%? Pourquoi une valeur inférieure à celle des 5 ans? Vous allez remarquer sur les autres graphiques que la barre en violette est toujours supérieure parce qu'après 10 ans, normalement, on a rentabilisé plus que 5 ans d'investissement. Et pourquoi sur la première barre ici, la barre verte des 5 ans après la crise est supérieure en termes de rentabilité à celle de la barre violette ici? Pourquoi? Très bien, très bien. Première guerre mondiale. Donc imaginez, la crise est arrivée en 1930. OK? Donc les marchés ont commencé à se récupérer une année d'après. Après 5 ans, les marchés avaient déjà explosé. C'est comme si la crise n'existait plus. Mais après 10 ans, ça a baissé un peu la rentabilité. Pourquoi? Parce qu'en 1939, on a commencé la guerre mondiale. Donc évidemment que pendant la guerre mondiale, les marchés baissaient à nouveau. OK? Après, on a la récession des années 80. On a aussi des autres problèmes économiques. On a la bulle de l'Internet, la crise financière, les Covid, etc. Vous voyez que pendant la récession, la même chose. On a la baisse, une année d'après positif, 5 ans d'après positif, 10 ans d'après positif. On a la crise, ensuite positif, positif, positif. On a la crise, positif, positif, positif. Donc, il faut savoir que moi, en termes de formation comme professionnel, je suis ingénieur de base. Je suis devenu analyste financier après. Et j'ai investi depuis les années 2011. Moi, je suis quelqu'un d'assez carré sur la mathématique. Évidemment qu'on ne peut pas penser que les futurs, ça va être juste la répétition du passé. Donc, on ne peut pas, à partir des données historiques, dire que les futurs, ça va être la même chose. Mais en comprenant que la bourse est l'ensemble des sociétés et que s'il y a des sociétés perdantes, elles vont quitter pour être remplacées par des sociétés gagnantes. Et si on comprend bien que les marchés vont vivre des cycles, il y aura toujours des crises, des conflits, mais qu'à long terme, les sociétés vont continuer à gagner de l'argent. Et que la bourse est simplement un moyen pour investir sur des bonnes sociétés. Si on réfléchit à partir de ça, si on analyse la période des Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et plusieurs crises, on voit que toujours les marchés terminent par se récupérer. Je ne suis pas fou de penser que je suis optimiste. Je ne suis pas même quelqu'un de trop optimiste. Non, au contraire, j'essaie d'être le plus réaliste possible. Mais être optimiste sur la bourse, je suis optimiste sur la bourse par les simples faits que la mathématique, la logique, les données historiques montrent qu'on a besoin d'un monde où il y a quelqu'un qui va produire des richesses. C'est quelqu'un, c'est nous. Nous sommes les employés. Si les sociétés gagnent de l'argent, c'est parce que nous sommes les employés. Donc, si les sociétés gagnent de l'argent, une partie de cet argent est versée vers les employés en forme de salaire. Une autre partie de l'argent est versée en forme de dividendes vers les actionnaires, car la personne qui a créé la société, normalement, a pris des risques. Il a mis un gros capital pour commencer la société. Et comme un actionnaire, comme un particulier actionnaire, je peux gagner de l'argent aussi avec les sociétés. Et l'histoire montre que les marchés terminent toujours par se récupérer. Ah, mais Michael, les climats, l'écologie, etc. Je sais très bien que tout ça, ça va de pire en pire. Mais toujours, il y aura des sociétés vertes cotées dans la bourse. Toujours, il y aura des sociétés qui vont gagner de l'argent, peu importe dans quel cycle économique on passe dans les marchés. Par exemple, il y a une société que je possède dans les portefeuilles qui s'appelle Verbio. Verbio, c'est une des seules sociétés en Europe qui fait la production d'éthanol, d'énergie, okay, des combustibles à partir de la canne sucre. Donc, c'est la chose la plus naturelle qu'on va trouver, presque la plus naturelle. Hein. Et évidemment, on a les photovoltaïques, etc. Mais c'est une des seules sociétés qui fait la production d'éthanol en Europe. Et donc, j'ai vu ça, j'ai analysé la société, les ratios sont bons, j'ai acheté des actions, et je suis actionnaire. Et depuis que je suis actionnaire, la société a monté énormément dans la bourse. Bon. Là, il y a des méthodes pour choisir des bonnes sociétés. Mais les simples faits de pouvoir choisir dans quel domaine d'activité et quelle société vous voulez devenir partenaire, c'est déjà un gros avantage que vous avez dans la bourse. Encore, pour terminer ces sujets des probabilités d'être gagnant et pourquoi on vit un moment d'opportunité, ici, il y a une étude qui a commencé en 1927 jusqu'à 2018. OK? Donc, 91 années d'études. Ils ont étudié combien d'années la bourse a terminé positive et combien d'années la bourse a terminé en négatif. Donc, ils ont commencé les 1er janvier, ils ont terminé les 31 décembre.
Ils ont étudié entre 1927 et 2018. Ils ont arrivé à la conclusion. Si on analyse la période d'une année, 73% du temps, la bourse est positive, 27% du temps, la bourse est négative. Donc, ça montre déjà que la tendance de la bourse, elle est positive. Elle est haussière. Donc, dans l'étude, comme on avait 91 années à étudier, 66 années, la bourse était positive, 25 années, la bourse a été négative. Un pourcentage, ça donne 73% positif, 27% négatif. Mais bon, maintenant, si on analyse sur des périodes des 5 ans, imaginez que l'investisseur il a 5 ans pour faire des investissements. Donc, par exemple, l'investisseur a commencé en 1927, il va jusqu'à 1932. Après, il commence en 28, il va jusqu'à 33. Il commence en 29, il va jusqu'à 34. Il commence dans les années 30, il va jusqu'à 35. Donc, ils ont fait ça jusqu'à arriver à 2018. Donc, 2013, 2018. Donc, ils ont analysé des périodes des 5 ans. Comme si quelqu'un peut placer de l'argent et oublier pendant 5 ans dans la bourse. Qu'est-ce qui arrive? Ils ont fait cette étude. Et 87% des périodes, l'investisseur a quitté la bourse au positif et 13% du temps au négatif. Donc, il y a eu 76 périodes positives et 11 périodes négatives. Si on augmente cette période à 10 ans d'investissement, entre 1927 et 2018, on va trouver que 94% du temps, les gens qui ont gardé de l'argent dans la bourse pendant 10 ans sans toucher, ils étaient positifs à la fin de la période. Et ça, on ne comptabilise pas les gens qui ont profité les baisses à la moitié du chemin pour renforcer les bons actifs. Là, on va comptabiliser les gens qui ont investi dans un seul coup et ont oublié pendant 10 ans. Certains vont investir au pire moment, parce qu'ils vont investir juste avant la crise. Vous êtes d'accord? Donc là, dans cette étude, ils ne considèrent même pas les gens qui vont profiter des opportunités. Ils ont juste compté les gens qui ont commencé à faire les investissements et ils ont attendu une certaine période. Donc là, sur une période de 10 ans, on a que 94% des gens terminent en positif. Et si vous allez étudier et analyser les études qui ont été faites de cette façon, si on considère les gens qui font des achats réguliers à chaque mois sur des périodes de 10 ans sur les marchés mondiaux américains, des pays émergents, 99% des gens quittent les marchés avec des rentabilités positives. Donc, tout ce que vous voyez qui essaye de vendre de la panique sur BFM Business, sur les médias, sur les journaux, ça c'est fait justement pour causer de la panique, pour vendre des actifs que la banque va gagner des intérêts, pour vendre des fonds héros qui rentabilisent rien, pour gagner des frais de la banque, pour gagner des frais des fonds d'investissement. L'investisseur particulier, il a la capacité d'investir par soi-même et être rentable sur les longs termes. Donc vous avez vu, plus longtemps on reste dans la bourse, plus longtemps, plus d'argent normalement on va rentabiliser, plus d'argent on va terminer parce que ça fait un effet boule de neige et donc même en passant par une crise, on termine au positif. Bon, j'ai analysé entre 2015 et 2020 en France, quelles sont les sociétés les plus rentables, les sociétés qui ont aussi multiplié par plusieurs fois. Donc, entre 2015 et 2020, j'ai fait la liste des top 30 sociétés françaises et j'ai trouvé ces sociétés-là. Silan Animation, Soitec, on a trouvé Ubisoft, Kering, ça 2015-2020, ok? Et bon, j'étais en mail sur les sociétés et j'ai découvert, pas par hasard, mais en fait j'attendais ces résultats, que normalement les petites sociétés ont la tendance de rentabiliser plus sur les longs termes. Ça, c'est déjà connu par les analystes financiers depuis un siècle. Pourquoi? Une petite société, petite entre guillemets, hein, ce sont des sociétés qui vaut des 100 millions, 500 millions, 1 milliard. Okay? Jusqu'à 1 milliard, on appelle des petites. Entre 1 milliard et 5 milliards, on appelle des mid, taille moyenne. Plus de 5 milliards, ici, on va appeler des big, okay? Des grandes capitalisations. La majorité des sociétés de cette liste sont des petites capitalisations. Pourquoi une petite capitalisation a plus la tendance de gagner que les grandes capitalisations? Ça ne veut pas dire que les grandes sociétés vont pas gagner de l'argent. Hein. Je suis en train de dire que les petites ont un potentiel plus élevé. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens ici qui font partie de ma formation, des autres qui regardent assez souvent mes vidéos. Pourquoi les petites sociétés ont la tendance de gagner plus que les grandes sociétés? Est-ce que vous savez pourquoi?
Pourquoi les petites ont une tendance de gagner plus sur les longs termes? Ici, on a une période de 5 ans. On pourrait faire sur 10 ans, pourquoi pas. Mais la tendance, ça va continuer toujours la même. Peu importe si c'est la France, si c'est les États-Unis, si c'est au Brésil. Potentiel de développement. Ça, c'est vrai. Imaginez une société qui pèse 50 millions. Pour qu'elle devienne une société de 100 millions, c'est beaucoup plus facile qu'une société qui pèse 50 milliards devenir une société de 100 milliards. Donc, la progression et la hausse des petites sociétés est beaucoup plus facile d'arriver. Okay? C'est comme l'être humain. Parfait. Mais ça, c'est exemple parfait. Eduardo, écoute, je vais te donner un prix. Parce que assez souvent, je pose cette question et c'est comme pour l'être humain. C'est vraiment comme ça. Les sociétés, elles commencent petites. Bill Gates a commencé dans un garage. Beaucoup d'investisseurs et beaucoup de sociétés énormes comme Google ont commencé dans une petite chambre. Zuckerberg a commencé Facebook sur une petite chambre d'étudiants. Beaucoup de sociétés ont commencé dans les garages, dans les jardins. Et ça, c'est normal. Les petites sociétés ont la tendance de progresser plus rapidement et ont plus la tendance d'être gagnantes sur le long terme. Bon, j'ai séparé en catégories. Donc, j'ai pris les 30 sociétés qu'on voit ici. J'ai séparé en small, mid et large. Donc, petite, moyenne et grande. Et bon, 66% des sociétés qui ont gagné, bon, les sociétés qui ont plus monté dans la bourse de 2015 à 2020, 66% sont petites, 26% sont moyennes et presque 7% sont des sociétés géantes. C'est le cas des Kering et Louis Vuitton dans cette époque, dans cette étude. Hier, j'étais en train de finir cette présentation que je vous fais aujourd'hui et je me suis dit, bon, quand même, je vais faire donc cette étude entre 2018 et 2022. Je vais actualiser cette étude que j'avais faite parce que j'ai envie de connaître les résultats et partager avec tout le monde qui sera demain sur les lives. Donc, si vous êtes ici avec moi, je sais que vous êtes ici plus de 100 personnes, ça me fait vraiment plaisir de vous trouver ici, de partager mes connaissances avec vous. N'oubliez pas de liker la vidéo, comme ça YouTube comprend que la vidéo est importante, il peut partager avec des autres personnes, donc il va recommander la vidéo et ça aide beaucoup mon travail. J'ai fait tout ça gratuitement et en échange, les gens vont connaître mon travail, vont connaître ma communauté d'investissement. Et donc, c'est toujours gagnant-gagnant. Donc, je vous demande un like, de commenter dans les chats, dans la description de la vidéo, dans les commentaires de la vidéo, pardon. Ça aide beaucoup la chaîne à progresser. Et donc, j'avais envie de partager ces résultats. Et donc, voilà. J'ai fait cette étude entre 2018 et 2022 et j'ai trouvé cette liste de sociétés gagnantes. OK? Donc, Sartorius, Katana que je parle depuis 2019 sur ma chaîne, que c'était une belle société à investir. Hein. Depuis 2019, j'ai parlé des katanas gratuitement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui se souvient quand j'ai parlé des katanas en 2019, 2020, quand j'ai commencé la chaîne encore? Il y a dans cette liste Louis Vuitton, il y a NeoM, il y a S2I, société que j'ai parlé aussi en 2019. OK? Donc, il y a la liste des sociétés qui sont gagnantes entre 2018 et 2022. OK? Bon, qu'est-ce qu'on trouve d'intéressant à partir de cette liste? 60% sont des petites sociétés, 20% sont des mid et 20% sont des big. À nouveau, la logique qui est montrée depuis un siècle, peu importe sur quelle bourse. Les petites sociétés ont plus la tendance d'être gagnantes. OK. Donc, une chose à garder dans la tête. Les petites sociétés ont un potentiel plus élevé. OK. Elles ont un potentiel plus élevé, mais aussi les risques un peu plus élevés. Car une géante comme Louis Vuitton, L'Oréal, etc. sont des sociétés bien établies. Tout le monde connaît la marque. OK? Donc, une chose à savoir dans les mondes d'investissement et dans la vie. Plus on peut gagner, plus les risques sont élevés. Je décide de quitter les boulots pour aller sur une autre société, j'essaie de gagner un salaire plus élevé. Vous risquez. Et vous risquez pour gagner plus. Vous avez un potentiel pour gagner plus. Mais aussi, peut-être, vous allez vous tromper et ce n'est pas les boulots que vous imaginez. Donc, dans la finance, c'est la même chose. Plus on va augmenter la probabilité d'être gagnant, plus on va augmenter les risques. Et donc, une chose, on sait déjà. Si on veut gagner plus que la moyenne, on doit acheter des petites sociétés. Mais évidemment qu'on ne va pas acheter n'importe quelle petite société. On a une méthode pour choisir des petites sociétés. Donc, une des 4 lives qu'on va faire, c'est dédié aux petites sociétés.
OK? Donc, vous inquiétez pas. Les lives numéro 3, c'est que dédié aux petites sociétés. Bon. Ici, j'ai fait un comparatif du CAC Mid Small et du CAC 40. Donc, les CAC 40, ce sont les 40 plus grosses sociétés de la France. Et les CAC Mid Small, ce sont les sociétés de taille petite, OK? Les petites sociétés. Entre 1999 et 2020, vous allez voir que la rentabilité des petites sociétés, ici c'est un panier contre un autre panier, ok? Un panier des petites actions et un panier des grandes sociétés. Quelles sociétés ont obtenu une performance plus élevée? Vous voyez ici en noir, les petites sociétés ont battu largement les grandes sociétés dans cette période. Ça, c'est pas qu'en France. Si vous allez analyser sur le marché américain, pays émergents, peu importe où, la tendance elle est toujours la même. Donc à nouveau, on garde l'information. Les petites sociétés ont la tendance de battre les grandes sociétés sur le long terme. Mais ici, j'ai un graphique intéressant. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces 4 lives. Parce que je suis arrivé à la conclusion que beaucoup d'investisseurs qui souhaitent commencer ou qui viennent de commencer dans la bourse, ils ne savent pas quelle stratégie utiliser. Quel pourcentage j'investis avec des sociétés à dividendes? Est-ce que j'ai choisi des petites sociétés? Est-ce que j'ai choisi des grandes sociétés? Bon. Ces graphiques-là, ils montrent la rentabilité annualisée des petites sociétés en orange contre la rentabilité des grandes sociétés en bleu. Donc, vous allez remarquer que pendant les périodes haussières, que tout se passe bien dans la bourse, dans l'économie mondiale, les petites sociétés performent beaucoup mieux. Mais remarquez qu'en 2002, 2001, 2008, la courbe orange devient inférieure à la courbe bleue. Pourquoi? Parce que pendant les crises, les petites sociétés rentabilisent moins que les grandes sociétés. Et ça, c'est logique. Pendant les crises, les gens vont enlever l'argent des petites sociétés et placer sur les sociétés qui sont bien établies, qui ne vont pas faire faillite, qui seront toujours là. OK? Donc, à partir d'ici, on arrive à une conclusion. Les petites sociétés sont plus rentables sur les longs termes, mais pendant les crises, les grandes sociétés tombent moins. Donc, si on peut mélanger les petites et les grandes, ça, c'est un bon compromis pour ceux qui viennent d'investir ou pour ceux qui souhaitent avoir un portefeuille sans beaucoup de risques. On mélange des petites sociétés et des grandes sociétés. Des sociétés avec un potentiel élevé parce qu'elles sont petites, avec des sociétés bien établies et qui versent des dividendes aux actionnaires. Bon. Et la France, c'est un des meilleurs pays du monde pour recevoir des dividendes. Championne de l'Europe. Les sociétés françaises versent 44 milliards d'euros à leurs actionnaires. Et à ce moment-là, les médias français, c'est la fête. Oui, c'est que les riches qui gagnent, c'est les millionnaires deviennent chaque fois plus millionnaires. Mais ils oublient que les employés de Total, les employés de Safran, les employés de Danone, les employés de beaucoup de sociétés reçoivent des primes en forme d'actions. Ils oublient que nous, comme particuliers, on peut simplement prendre des 100 euros, 300 euros de notre épargne mensuelle et acheter des sociétés. Et si on possède des actions, on va recevoir des dividendes comme tous les autres actionnaires. Donc, les sociétés françaises ont eu un chiffre d'affaires en augmentation de 32% par rapport à 2021. OK? La tendance mondiale, c'est l'augmentation des dividendes et on verra maintenant en détail comment ça fonctionne les dividendes. OK? Une introduction aux dividendes. Bon, déjà, la société, elle a une recette. OK? Louis Vuitton. OK? Louis Vuitton, elle a un chiffre d'affaires. OK? Mais Louis Vuitton a ses charges aussi, les dépenses, les impôts, la matière première, les cuirs, les employés, l'administratif, les marketing, les impôts, les intérêts, les crédits. Bon, elle gagne de l'argent, mais elle a beaucoup d'argent à dépenser aussi. Tout ce qui reste à la dernière ligne, après avoir payé les employés, les fournisseurs, la matière première, vraiment, tout ce qui reste après tout, c'est les résultats nets. Et bon, qu'est-ce qu'on fait avec les résultats nets? On peut résumer entre deux choses. Soit on va prendre ce résultat net et on va distribuer aux actionnaires. Ça veut dire, OK, la société a gagné de l'argent. Donc, on va donner cet argent, on va diviser cet argent parmi tous les propriétaires de la société. L'autre option, c'est simplement de mettre en réserve ces montants d'argent. Garder, parce qu'on ne sait pas les futurs, si l'année prochaine on va vendre bien ou pas. Qu'est-ce que les sociétés géantes normalement font? Elles font un mélange de ces deux choses. Une part, elles vont distribuer vers les actionnaires qui sont propriétaires de la société. Vous, avec une action, vous pouvez être propriétaire d'une société. Évidemment, avec une petite partie.
Mais oui, une action, c'est une partie d'une société, et donc vous êtes partiellement propriétaire de la société. Donc les sociétés géantes, elles vont normalement faire un équilibre. Elles vont distribuer une partie de la recette, du résultat net, pardon, et une autre partie, elles vont utiliser comme trésorerie. Okay? Bon, ici, vous avez la liste des principales sociétés qui versent des dividendes à ces moments sur les marchés français. Coface, Nexity, Ald, Iscore, 14, 13, 10, 8%. Ça, c'est la rente passive. Ça, c'est les rendements. Ça, ce sont les dividendes. Qu'est-ce que ça veut dire un rendement? Rendement, c'est combien on reçoit des rentes passives à partir d'un investissement qu'on avait fait sur une société. Donc, par exemple, Coface, 13%. Ça veut dire que quelqu'un qui achète l'action de Coface aujourd'hui, il garde cette action et il va normalement recevoir sur une année 13% de cette valeur en forme de dividendes, en forme de rente passive qui va tomber. Donc, s'il investit 1000 euros, il va recevoir 130 euros en forme de dividendes qui vont tomber sur les comptes d'investissement. La piège ici, faites attention, la piège ici, c'est juste d'acheter les sociétés avec les rendements les plus élevés. Beaucoup de gens ici ont commencé à regarder cette liste ici, on dit, mon Dieu, les livrets A payent 2% et Michael me montre maintenant Coface, Nexity qui paye 12%. Je vais acheter ça. N'oubliez pas que ça, ce sont les dividendes, mais on doit choisir une société qui soit rentable aussi, qui ne soit pas endettée, qui possède des marges nettes élevées. Il y a quelques critères qu'on doit utiliser pour choisir les sociétés à dividendes. Et ça sera en détail les sujets de demain. Live numéro 2. Mais on n'a pas terminé pour aujourd'hui. On a encore quelque chose à voir. On est ici déjà ensemble il y a presque 1 heure. On a encore 15 minutes ensemble, ok? Essayez de faire attention encore 15 minutes. Je vous promets que ça vaut la peine parce qu'on a des choses très importantes et des sources que vous n'avez jamais vues avant la fin de la vidéo. Donc déjà, première astuce, acheter les sociétés avec les rendements les plus élevés, ce n'est pas intelligent. On verra ça en détail demain pourquoi. Mais c'est quoi les rendements? C'est les dividendes versés par action. Donc, la société, par exemple, Air Liquide, elle dit, OK, j'ai fait un résultat net. Donc, j'avais un chiffre d'affaires. On enlève les charges. J'obtiens les résultats nets. À partir du résultat net, je vais garder une partie de l'argent et l'autre partie, je vais distribuer vers les actionnaires. Je vais décider de distribuer 2 euros par action pour chaque actionnaire. Donc, elle décide. Simplement, les directeurs vont accepter de payer la valeur X par action. Donc, rendement, c'est quoi? Cette rente passive qu'on reçoit une fois qu'on est partenaire des sociétés, on est actionnaire des sociétés. On va recevoir un dividende par action. Et si on divise cette valeur par la valeur qu'on a payée sur l'action, on va découvrir les rendements. Donc, un rendement de 10%, ça veut dire que j'ai payé une centaine d'euros sur une action et elle a versé ou elle versera 10 euros par action. OK? En forme de dividende. Donc, c'est simplement un ratio. C'est une division. Combien je reçois des rentes passives par rapport à combien j'ai payé sur l'investissement. Donc, si on fait ces calculs-là, par exemple, on suppose qu'une société donne 2 euros par action, OK? En forme de dividende. Chaque action que vous avez, vous allez recevoir 2 euros. Mais vous avez payé 50 euros. OK? Ça marche? Donc, on va diviser la valeur, OK? Et vous allez trouver la valeur des rendements. Ici, je vais changer, parce qu'il y a une erreur là, je ne vais pas vous biaiser avec des erreurs, hein. Voilà, là c'est bon maintenant. Est-ce que vous avez la version actualisée? Ce n'était pas la bonne page. Donc, on va diviser 2 euros par 50. On va trouver un rendement de 4%. Donc, ça, c'est la valeur des rentes passives qu'on va recevoir. Et maintenant, je vais vous passer sur un exemple pratique. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est actualisé pour vous? Parce qu'avant, il y avait la valeur 10 ici. C'est bon ou pas? Bonsoir tout le monde qui est arrivé après. Mehdi est là aussi. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? La valeur des 4. Tout le monde voit mon écran bien maintenant? Parfait. Donc maintenant, on va passer à un exemple pratique. Je vais donner l'exemple d'Air Liquide. S'il vous plaît, essayez de faire attention maintenant. Même ceux qui investissent déjà quelques années ne connaissent pas ces concepts que je vais vous présenter. OK? Air Liquide.
En 2014, Air Liquide était coté à 64 euros. Aujourd'hui, il est coté à 132. Très bien. Quelqu'un qui a investi en 2014, il est largement gagnant aujourd'hui. Okay? Donc, il fait un peu plus de 100% de rentabilité. Il a doublé son investissement. Mais ça, c'est ça qu'on appelle des plus-values. L'action a valorisé. Mais il y a encore une autre variable. C'est la variable rendement. Ça vient des dividendes. Donc, il faut séparer les choses. La rentabilité, combien on gagne avec une société, elle est égale la plus-value, qui c'est la valorisation de l'action, plus les rendements, qui c'est ce qu'on reçoit à partir des dividendes. À gauche, vous avez un petit tableur qui montre en 2014, Air Liquide a versé 1,74 € en forme de dividendes. En 2015, 1,91 €. En 2016, 1,95 €. Jusqu'à arriver en 2022, elle a versé 2,63 €. Donc, vous voyez que la tendance d'Air Liquide, c'est de verser chaque fois plus de dividendes. Ça marche. On va passer au cas pratique maintenant. C'est à vous de calculer pour moi maintenant. OK? Imaginez que vous achetez des actions d'Air Liquide en 2022. OK? Donc, aujourd'hui, on suppose que l'action d'Air Liquide, c'est environ ça, hein? Mais l'action d'Air Liquide, c'est à 132 €. Et elle décide de verser 2,63 € en forme de dividende. Combien vous allez recevoir juste des rentes passives? Combien de pourcentage vous avez gagné juste parce que vous êtes actionnaire d'Air Liquide? Donc, vous avez acheté l'action à 132, ok? On suppose que vous avez acheté aujourd'hui. Et vous allez recevoir d'ici un mois, ok? Normalement, c'est une fois par an. Vous allez recevoir 2,63 €. 2,63 €. Quel est le rendement? Comment calculer les rendements? C'est les dividendes par action divisé par les cours. Combien ça donne? Est-ce que quelqu'un a déjà fait ici? Très bien. 2%. 1,99. Donc, si on divise 2,63 par 132, okay, ça va donner une valeur. On va multiplier par 100 pour transformer en pourcentage et on va trouver la valeur des rendements. Donc, quelqu'un qui a investi en 2022 sur Air Liquide, on suppose que quelqu'un a acheté en janvier à 132 € l'action, il a reçu les 18 mai 2,63 € en forme de dividende, donc il a gagné 2%. Okay? Donc, son argent a rentabilisé 2%. On suppose que l'action d'Air Liquide n'avait même pas bougé, elle continue à 132. La personne a gagné 2%. Donc, elle a déjà fait la rentabilité de livret A et avec les dividendes. OK. C'est bon pour tout le monde? 2%, très bien. Bon, maintenant, on suppose quelqu'un qui a acheté l'action maintenant en 2014. C'est avec N1, OK? Donc, n'oubliez pas ça. Action achetée en 2014 et donc les dividendes en 2022. Cette année-là, la personne a reçu 2,63 €. Mais l'investisseur en 2014 avait payé 64 € sur l'action d'Air Liquide. Donc, imaginons quelqu'un qui a payé 64 € en 2014, et il a simplement laissé l'action, il a oublié l'action. Et à chaque année, il a reçu des dividendes. Combien il a reçu des rendements juste en 2022? Qu'en 2022? Quelqu'un qui a acheté l'action en 2014 maintenant. Combien il a fait des rendements? C'est avec vous. 4,10% des rendements. Remarquez une chose intéressante maintenant. L'actionnaire qui a acheté l'action en 2022, il a reçu la même quantité de dividendes. Mais il avait payé plus cher sur l'action. Bien sûr, parce qu'il a acheté récemment l'action. Donc, il a gagné 2%. L'investisseur qui a acheté l'action en 2014, il a payé 64 € sur l'action. Et aujourd'hui, il a reçu un dividende de 2,63 €. Donc, les rendements, la rente passive de l'investisseur de long terme est encore plus élevée. Et c'est ça qu'on appelle en anglais de YOC, Yield on Cost. On ne doit pas calculer les rendements à partir de la valeur annoncée sur les sites des finances. On doit, si on possède l'action, on calcule les rendements par rapport à notre prix d'achat. Donc maintenant, si vous allez sur des sites des finances, ils vont montrer que les dividendes d'Air Liquide, c'est de 2%. 2,2, 2,1, 1,90. Mais, OK,
c'est 2% pour quelqu'un qui achète la société aujourd'hui. Et qu'est-ce qui arrive avec quelqu'un qui achète en 2014? Bon, pour quelqu'un qui achète en 2014, il doit utiliser son prix moyen d'achat, sa valeur d'achat de 2014. C'est pour ça que dans l'insider, dans ma communauté d'investissement, il y a un investisseur, je ne vais pas citer son nom, je ne sais pas s'il autorise que je dise son prénom et son nom, mais il achetait Louis Vuitton quand Louis Vuitton c'était en centaines d'euros. Aujourd'hui, Louis Vuitton est coté à plus de 500 euros, ok, en moyenne. Donc, il n'a pas seulement gagné avec la plus-value, mais si Louis Vuitton, par exemple, décide de verser un dividende de 2% aujourd'hui, ok, lui, comme il a fait 5 fois plus, il a payé 5 fois moins cher à la valeur de Louis Vuitton, il va recevoir une valeur 5 fois plus élevée des rendements. Donc, il ne gagne pas seulement avec la valorisation, il gagne aussi avec la rente passive. Ok? Demain, je vais vous donner l'exemple à nouveau avec Warren Buffett et Coca-Cola, comment ils reçoivent 40% par an, qui est avec les dividendes. Mais comment un investisseur normal, comment vous, qui regardez ces lives-là, peut avoir un rendement chaque fois plus élevé? Vous devez commencer à investir le plus tôt possible. Parce que comme ça, si vous choisissez une action rentable, une action qui se valorise, vous gagnez avec la valorisation plus les rendements de l'action. Est-ce que vous avez bien compris l'exemple avec les 4% pour quelqu'un qui a acheté en 2014 et 2% pour quelqu'un qui a acheté cette année-là? Est-ce que c'était clair? Sinon, j'explique d'une autre façon. C'est bon? Parfait. Donc, ça s'appelle Yield on Cost. Y-O-C. OK? Bon, donc je me suis amusé hier soir en calculant le total des dividendes que la personne a reçu, quelqu'un qui a fait l'investissement sur Air Liquide en 2014. Ici, je ne comptabilise pas des primes d'actions. J'ai vu sur les commentaires, né, parce que Air Liquide, parfois, il donne des dividendes bonus avec des actions surprises, entre guillemets, etc. Ici, j'ai considéré que les dividendes classiques. OK? Donc, entre 2014 et 2022, l'investisseur d'Air Liquide a reçu 19,54%, 19,54 euros, ok, en dividende. Si on va calculer les rendements, ça donne 19,54 divisé par un prix d'achat. On suppose qu'il a acheté en 2014, évidemment, dans cet exemple. Il a acheté à 64 euros l'action. Donc, il a gagné de 2014 jusqu'à aujourd'hui 30,53% des rentabilités par rapport à l'argent investi qui est en forme de rente passive. Il y a des gens qui commémorent les 2% du livret A. 30,53% qui est des rentes passives. Ici, je ne vais même pas citer les cas de valorisation parce qu'en 2014, l'action était à 64 euros, pardon, et aujourd'hui, elle est à 130. Donc, évidemment qu'elle a doublé des tailles. Donc, la personne a doublé la quantité d'argent. Elle a fait 100% des rentabilités en termes de plus-value. Mais en plus de ça, elle a fait 30,53% qui est des dividendes. Et je n'ai pas choisi un exemple exprès, Air Liquide. Presque toutes les 40 sociétés du CAC 40 versent des dividendes. Certaines sociétés versent un peu plus, certaines sociétés versent un peu moins. Donc, il faut savoir choisir les meilleures sociétés à dividendes. Et c'est pour ça que j'ai décidé de faire ces 4 lives avec vous. On verra ça en détail ici, gratuitement. Donc, les PA, les plans d'épargne en action, c'est un des meilleurs moyens pour acheter des petites sociétés pour gagner avec la valorisation et pour investir à dividendes aussi. Peu importe les stratégies que vous allez choisir, que je vais vous expliquer en détail sur les prochains épisodes, les PA, c'est un bon moyen de commencer à investir. Bon, comment ça fonctionne les PA? Vous avez les comptes bancaires. Ok? Vous avez les comptes bancaires chez BNP, chez Crédit Agricole, peu importe. Et vous avez besoin d'avoir un compte PA. Ok? Vous allez créer un compte PA. On va parler de ça dans quelques minutes. Vous allez avoir un compte PA. Et dans les comptes PA, vous avez, dans l'enveloppe PA, vous avez un compte espèce et les comptes d'investissement, qu'on va mettre les actifs dedans. Donc, on suppose que vous allez envoyer 1000 euros de votre compte bancaire. Vous allez faire un virement de votre compte bancaire vers les comptes PA. 1000 euros. Les 1000 euros vont tomber sur les comptes espèces. À partir de ces comptes espèces, vous pouvez acheter des actifs. Actions Air Liquide, un ETF SP500, un panier d'actions américains, un panier d'actions de la France,
Vous pouvez acheter Total, Danone, Schneider, Legrand, etc. Donc, du compte espèce, vous allez acheter des actifs. Et si vous faites la vente d'actifs, l'argent va tomber sur les comptes espèces. Et pendant que vous faites ça, des achats, ventes, vous recevez des dividendes, vous allez payer 0 impôt. Les transactions dans les PA ne génèrent pas d'imposition. Mais les PA, c'est un type de compte qu'on doit garder au moins 5 ans pour pouvoir commencer à retirer l'argent sans clôturer les comptes et pour pouvoir payer moins d'impôts. 17,2% des prélèvements sociaux contre 30% des comptes classiques. Et on paye les impôts seulement sur l'argent qu'on a gagné. OK? J'ai fait une vidéo récemment sur ma chaîne par rapport à l'imposition du PA. Je vais partager avec vous dans les groupes WhatsApp qui est dans la description de la vidéo tout à l'heure pour ceux qui n'ont pas regardé. Okay? Vous allez comprendre mieux. Mais donc les PA, si on fait, par exemple, j'ai acheté Air Liquide à 64 €. J'ai vendu à 130. Donc j'ai gagné plus de 100%. Comment je paye l'impôt, Michael? Vous ne payez pas d'impôt. Vous allez vendre la société, cet argent tombe dans les comptes espèces et maintenant vous pouvez utiliser cet argent de compte espèces pour acheter encore des autres actions. Et donc vous ne payez jamais d'impôt tant que cet argent ne sort pas du PA. Au moment que vous sortez l'argent du compte espèces vers votre compte bancaire, c'est là que vous allez payer d'impôt. Donc les retours génèrent de l'imposition. Donc, c'est quand l'argent sort de votre compte espèce vers les comptes bancaires que vous payez d'impôts. C'est encore une autre raison pour investir sur les longs termes. Parce que pendant plus longtemps, vous restez avec l'investissement en train de rentabiliser, en train de recevoir des dividendes, vous payez 0 impôt. Vous allez commencer à payer d'impôts quand vous retirez l'argent du PA vers les comptes bancaires, mais avec une imposition réduite. OK? Moi, je conseille personnellement Bourse Directe comme un courtier pour avoir un compte PEA. Je ne reçois rien des bourses directes. Même mon lien de parrainage des bourses directes ne fonctionne plus. Il faut que je les appelle pour voir pourquoi mon code ne marche plus. J'ai conseillé parce que c'était un des principaux courtiers de l'histoire de la bourse française. C'est un courtier fiable, c'est un courtier qui résout les problèmes si vous avez des soucis. Par téléphone, c'est rapide, par mail, c'est rapide. Les frais sont acceptables et vous n'avez pas de limite des frais d'achat et vente. Ça veut dire que vous pouvez acheter une action de 20 € ou 30 € sans souci. Boursorama, son principal concurrent, c'est excellent aussi. Il y a juste un souci que vous ne pouvez pas faire des achats de moins de 100 €. Donc, je conseille Bourse Directe. Je ne vais pas passer longtemps ici, sinon ça va sembler que j'ai fait des publicités des Bourses Directes et loin de ça. Mais si vous n'avez pas un compte PA, allez chez Bourse Directe, commencez à remplir vos informations et voilà. S'il vous demande d'avoir un compte CTO, compte titre classique aussi, cochez oui. Donc, il faut avoir les comptes classiques d'investissement chez Bourse Directe. Ça coûte 0, donc vous pouvez l'avoir aussi. Mais les PA, principalement, c'est les principales comptes que vous devez avoir maintenant, pour demain. Mais Michael, je ne sais même pas comment investir, je ne sais pas quels actifs choisir. Il faut avoir les comptes ouverts. Ça ouvre déjà une autre mentalité. Ton esprit, ça va changer. Vous allez avoir un compte d'investissement maintenant. Et vous pouvez investir par exemple 10 €, 15 €, 20 €. Les minimums possibles, mais vous commencez à changer l'état d'esprit. Vous allez commencer à étudier. Vous allez commencer à faire attention à chaque fois plus aux lives, aux vidéos d'investissement. Vous allez commencer à penser à votre épargne. Vous allez commencer à penser comment économiser de l'argent, comment gagner plus d'argent. Faites cette étape-là. À la fin de cette live-là, qui va terminer dans 5-10 minutes, vous allez avoir un compte d'investissement PEA. Peu importe si c'est Bourse Directe, Boursorama ou des autres courtiers que les collègues vont recommander ici sur les chats. Peu importe, il faut commencer. Je vais vous poser une question ici par curiosité dans les chats. Au moment que vous aviez les comptes PA ouverts, est-ce que vous saviez déjà comment investir? Je pense que la majorité, non. Et c'est à partir du moment que vous aviez un compte déjà ouvert que vous avez commencé à étudier, regarder des vidéos, lire des livres, faire des formations, poser des questions. Il faut agir. La vie, elle va donner toujours un prix à ceux qui vont passer à l'action, à ceux qui ne vont pas rester passifs. Si vous êtes ici avec moi déjà 1h15, je pense,
et vous n'avez pas un compte d'investissement, placez ça comme leçon. Avoir un compte d'investissement. OK? Profitez que demain c'est lundi. Si vous avez des soucis pour avoir les comptes ouverts, vous pouvez les appeler pour avoir les comptes ouverts. C'est gratuit pour avoir les comptes. OK? Ça marche? Et avant de faire des achats, avant de choisir des actions, avant de choisir des ETF, calmez-vous. Il faut juste avoir les comptes ouverts. Demain, je vais vous présenter les actifs. Je vais aller sur les sites des bourses directes. Je vais vous montrer comment chercher des actions, comment acheter un ETF, comment débuter, quel est le poids d'un actif, quel est le poids d'un ETF, quel est le poids d'une action. Tout ça, on verra ici ensemble. Il ne faut pas être pressé. Vous avez déjà entendu normalement plus des 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans pour commencer. Donc, ça ne va pas être 3 jours de plus qui ça va changer votre vie financière. Mais je vous promets qu'après ces 4 jours de live, votre vie financière ne sera jamais la même. Au moins, vous aurez changé la clé dans votre cerveau pour penser aux finances de votre foyer, de votre famille, votre futur financier. Bon, quels sont les actifs éligibles au PA? On peut acheter dans l'Europe des actions, des ETF et des fonds d'investissement. Sur les États-Unis et sur les autres régions, on peut acheter des ETF, des paniers d'actions. ETF sont des paniers. Donc, on peut acheter un panier des États-Unis avec Microsoft, Google, etc. tout dedans. On peut acheter des paniers de l'Asie, des paniers de la Russie, des paniers de plusieurs pays, de plusieurs secteurs. Mais en termes d'actions, on peut acheter des sociétés européennes. Les plans d'épargne en actions ont été créés par l'État français pour stimuler l'investissement sur les sociétés européennes. Donc, on ne peut pas acheter Google directement sur les PA. Mais on peut acheter Louis Vuitton, on peut acheter Volkswagen. Si on veut acheter Google et on veut acheter Microsoft, on peut acheter un panier d'actions qu'il y a ces sociétés dedans. Donc, il n'y a rien qui nous empêche d'avoir un portefeuille bien diversifié en termes géographiques, monétaires, sectoriels dans les PA. On peut faire un portefeuille assez complet avec les PA. Et on verra ça en détail aussi. Ici, vous avez une image qui montre la rentabilité historique entre 1900 et 2020 de chaque pays du monde. Vous allez trouver la France avec 6,6, les pays nordiques avec 7,6, les États-Unis avec 9,6. Vous allez remarquer que la majorité d'études et des sites d'Internet vont montrer que les États-Unis sont les pays les plus rentables, avec 9,6%, 8,6%, etc. Normalement, ces études de long terme vont passer par la Première et Deuxième Guerre mondiale, où l'Europe était vraiment pénalisée. Donc, évidemment que les États-Unis vont se sortir un peu mieux avec la rentabilité de long terme. Et si on considère qu'après la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis ont eu un avantage qui était intrinsèque aux États-Unis, qui c'était la technologie. La technologie mondiale est presque contrôlée par les États-Unis. Donc, évidemment, c'est les pays où il a fait plus de rentabilité. D'où l'importance d'avoir des paniers d'actions ou des sociétés américaines dans les portefeuilles. Et les PA, c'est excellent justement parce que même en débutant, peut avoir les États-Unis de manière très bien diversifiée avec quelques dizaines d'euros dans les PA. OK? Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez avoir n'importe quel pays du monde, il y aura toujours une solution avec les PA. Et si vous n'avez pas un PA, si vous êtes belge, canadien, suisse, et vous regardez ces lives-là, il n'y a pas de souci. Vous pouvez investir sur toutes les choses que je vais vous présenter sans avoir un PA sur un compte classique d'investissement. Okay? Chaque pays va avoir du coup une imposition différente, mais ça fait partie du jeu. Okay? Par exemple, moi, je suis brésilien et moi aussi, je déclare les impôts en France. Donc, j'ai une double imposition. Évidemment, j'essaie d'optimiser le maximum possible. Mais pour les actions brésiliennes qu'on détient à plus de 5 ans, on a 15% d'impôts pour les Brésiliens. En France, on va avoir 17% si on a un compte PA. Mais si on a un compte classique, c'est 30% d'impôt. Donc, vous voyez, on essaie de jouer avec toutes les enveloppes, tous les comptes possibles, de la meilleure manière possible. Et les PA, ce sera toujours un bon choix. Sur les PA, on a un plafond d'investissement de 150 000 euros. Donc, le maximum d'argent qu'on peut envoyer dans les PA, c'est 150 000 euros. Mais Michael, je ne peux pas avoir plus de 150 000 euros. Faites attention, les maximums que vous pouvez envoyer vers les comptes, faire des dépôts, c'est 150 000 euros. Mais si votre argent rentabilise, vous recevez des dividendes, l'action se multiplie par plusieurs fois, les 150 000 euros peuvent se transformer en 1 million, 2 millions, 5 millions. Il n'y a pas de limite
de l'investissement. Il y a des limites des dépôts, qui c'est 150 000 euros. Les dividendes ne comptabilisent pas comme dépôt. Okay? Donc, les dividendes que vous recevez dans les comptes PA en forme de rente passive, ça ne comptabilise pas pour arriver au plafond des 150 000 euros. Okay? Ça va pas compter. Donc, c'est vraiment l'argent que vous faites virement de votre compte bancaire vers les PA. Okay? Les montants total des virements ne peuvent pas dépasser 150 000 euros. Okay? Bon, demain, on va faire une analyse des sociétés à dividendes du marché européen, pas que les marchés français. On va analyser des autres pays éligibles au PA. Sur l'épisode 3, on va analyser quelles petites sociétés, les pépites qui peuvent se multiplier par 2, 3, 4, 5 dans les marchés européens, comme j'ai déjà fait gratuitement sur YouTube en 2020 quand j'ai parlé des Katana, quand j'ai parlé d'Albioma, quand j'ai parlé des S2I. Okay? Et on va terminer les mercredis avec un super live. Et ces lives-là, les derniers, il ne va pas rester en ligne. Okay? Je pense que je vais laisser juste 24 heures en ligne. Après, je vais enlever où je vais parler des investissements rentables du point de vue d'un analyste. Quelles sont les clés, quelles sont les variables cachées qu'un analyste financier utilise pour investir sur le long terme et que la majorité des particuliers n'ont pas les connaissances ou ne savent pas comment les trouver et comment investir. Donc, on va faire les résumés de tout et je vais vous montrer vraiment dans la pratique sur les 4e lives les mercredis. Donc, on a un live demain à nouveau à 20h, lundi, mardi et mercredi. OK? Donc, où et comment trouver les meilleures sociétés à dividendes du marché? Je vous attends demain, ici, lundi à 20h. Si votre question n'était pas répondue pour l'instant, si vous avez rempli les formulaires que j'avais envoyés sur les groupes WhatsApp avec vos questions, ne vous inquiétez pas. Comme j'avais promis, toutes les questions seront répondues. Évidemment, comme on a 4 lives, je ne peux pas répondre tout dans un seul live. Donc, on a des choses qui vont arriver demain, des informations qui vont arriver après-demain et sur les derniers épisodes aussi, les mercredis. OK? Quand cette vidéo ça va terminer, les chats vont disparaître et vous pouvez commenter ci-dessous cette vidéo. Donc, si vous avez des autres questions, vous pouvez poser. Je vais faire mon maximum pour répondre à tout le monde qui va poser des questions en dessous de cette vidéo. OK? Une autre information importante, vous avez dans la description de la vidéo les liens du groupe WhatsApp. Participez, parce que c'est là-bas que je vais partager les liens de chaque live et je vais partager aussi après toutes les sources et des graphiques intéressants. À la fin de notre événement, je vais partager les sources, je vais partager la liste des sociétés éligibles au PA, les ETF éligibles au PA. Donc, participez de notre groupe WhatsApp. Et si vous êtes intéressé à participer de ma formation, de ma communauté d'investissement de long terme, vous avez les liens des préinscriptions dans la description de cette vidéo également. Il y a 70 places pour ces prochains groupes qui va voir que ça va commencer le 9 novembre. Et ceux qui sont préinscrits vont recevoir les liens d'inscription en avance. Donc, comme ça, vous allez avoir les informations, les détails, les prix, etc. en avance, avant que j'ouvre à tout le monde sur YouTube. Okay? Comme les places sont limitées, pour faire vraiment quelque chose de personnalisé, lié aux gens et de très rentable, que je puisse vraiment aider les gens, il y a des places limitées. Donc, si vous êtes intéressé, les liens des préinscriptions sont dans la description de la vidéo. Mes amis investisseurs, pour aujourd'hui, c'est tout. Comment c'était? Est-ce que c'était cool? Est-ce que vous avez appris beaucoup de choses? Est-ce que c'était utile? Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais investi et a appris beaucoup de choses? Je veux savoir, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui a commencé à peu de temps et ne savait pas quelques informations? Parce que ça compte beaucoup pour moi, partager des connaissances. Moi, il y a quelques années, j'ai découvert que la chose que j'aime plus dans la vie, peut-être la chose que je suis né pour essayer de faire et d'améliorer, c'est de partager ce que j'ai appris. Quand je faisais mon cours d'ingénieur, j'ai donné des cours privés. Ensuite, j'étais prof remplaçant d'un cours préparatoire au Brésil. Ensuite, quand je suis devenu analyste financier, je commençais aussi à bâtir les portefeuilles des gens, échanger avec les gens. Quand j'ai travaillé comme ingénieur, j'aimais bien former des nouveaux collègues. Et ce que j'ai fait ici, ça me fait vraiment plaisir. Ce que j'ai fait ici, comme j'avais dit, c'est du partage gratuit, c'est du win-win, c'est du gagnant-gagnant. Les gens connaissent mon travail, je partage tout ce que je sais avec vous. Et ça me fait vraiment, vraiment plaisir d'être ici avec vous. Et on va être ici encore pendant 3 jours pour changer la vie financière. Si une personne sort d'ici avec la vie changée, avec la mentalité changée, je donne mon travail comme fait déjà. OK, mes amis?
N'oubliez pas que vous aidez beaucoup ma chaîne aussi, vous aidez beaucoup mon travail si vous partagez les liens de cette vidéo avec un collègue, dans un groupe WhatsApp, avec des amis, avec la famille. Si vous jugez que cette vidéo était utile, si vous avez appris quelque chose, prenez les liens, partagez avec un collègue, ça peut changer la vie de quelqu'un aussi. Mes amis, je vous attends demain ici à 20h. N'oubliez pas de poser vos questions en dessous de la vidéo. Les liens les plus importants sont dans la description de la vidéo. On se voit très prochainement. Demain 20h, on est ici pour un nouveau rendez-vous. À demain.